végétale, l'imagerie satellitaire sous toutes ses formes, en quoi peut-elle être utilisée concrètement pour de la science participative, pour suivre le recul de la neige, pour prévenir à peu près, ou en tout cas suivre les plumes phytoplanctoniques, et également pour aider à la manifestation, à la réalisation des ODD, des objectifs de développement durable. On va voir ça avec nos 4 intervenants et intervenantes. Merci d'accueillir Laurence Glass-Allaire, collaboratrice scientifique au Centre de limnologie de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Frédéric Soulignac, qui, au lieu de faire sa thèse, pêche, là, sur la photo. Ingénieur à l'INRAE. Vous avez une thèse, hein? C'est bien. Donc, thésard et ingénieur. C'est bien, bravo. Je ne suis qu'ingénieur. Grégory Giuliani, maître de conférence senior, Université de Genève au département Earth Observation, et Maria Gabriela Sara, vous êtes à la direction des partenariats et stratégies ODD à l'Agence spatiale européenne. C'est une sorte de table ronde car il y aura une succession de présentations au pupitre et on commence avec vous, Laurence. Ça ne me dérange pas. Je vais vous parler aujourd'hui du projet que je coordonne de Lémanscope, c'est donc la science citoyenne au service de la qualité de l'eau du Léman. Je vais vous parler d'abord des objectifs, du contexte du projet, des méthodes utilisées, des résultats et ensuite je vais vous parler un petit peu des conclusions. Donc voilà les partenaires de notre projet. Léavag, c'est l'Institut fédéral de la science des eaux qui est près de Zurich. Et donc là, on collabore avec Daniel Odermatt, qui est expert en télédétection et qui est responsable de l'analyse des données satellites, des données collectées par les participants, ainsi que du développement des modèles. On collabore également avec l'Association pour la sauvegarde du Léman. C'est une association qui est basée à Genève. Et donc, eux, ils sont en charge de la communication, de la mobilisation des participants, et également l'organisation des événements, etc., tout en rapport avec notre projet. Et on collabore finalement avec l'Université de Lausanne. Donc ça, c'est Alexandre Camus, qui est expert en sciences participatives et qui nous aide un petit peu avec la méthodologie. Et au final, je voulais juste mentionner Natacha Pache, donc c'est la directrice opérationnelle du Centre de limnologie de l'EPFL. C'est la personne avec qui je collabore, c'est la responsable du projet. Et donc, c'est un projet financé par le Fonds national suisse. Voilà. Donc, les objectifs principaux du projet, c'est tout d'abord la sensibilisation du public sur les enjeux liés à la santé du Léman et sur l'importance de préserver sa qualité. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal, sensibiliser le public. On sait que de nombreuses études s'appuient, donc on l'a vu ce matin, sur la télédétection optique par satellite pour évaluer la qualité de l'eau des lacs à des échelles régionales ou mondiales. Et on peut s'appuyer sur les sciences citoyennes pour en fait valider ces données. Donc en fait, les sciences citoyennes constituent de plus en plus un moyen de validation. Et le but du projet Lémanscope, c'est donc de collaborer avec les citoyens, citoyennes autour du Léman, ayant accès à une embarcation, ça peut être un bateau, un voilier, un kayak, même un paddle, pour prendre des mesures de transparence et de couleur de l'eau du Léman, et ainsi mieux comprendre les variations saisonnières et spatiales de la qualité de l'eau sur l'ensemble du lac. Donc l'ensemble de ces mesures, donc ça va être vraiment un ensemble assez inédit de mesures prises par les participants, vont compléter les mesures qui sont recueillies sur la plateforme l'Explore. Donc on a une plateforme l'Explore au large de Lausanne, depuis laquelle on enregistre énormément de données. Et donc en fait, les données prises par les citoyens, les données prises sur la plateforme vont en fait compléter et vont permettre de calibrer les images satellites et de développer un modèle adapté au Léman. Donc ça, c'est vraiment les objectifs de ce projet Lémanscope. On va demander aux citoyens de prendre des paramètres comme la transparence et la couleur de l'eau. Ce sont des indicateurs simples, mais informatifs de la qualité de l'eau d'un lac. Donc en fait, ces paramètres vont influencer les phénomènes de diffusion et d'absorption de la lumière. Et en fait, en analysant ces paramètres, on va obtenir des informations précieuses sur des choses comme par exemple la turbidité, la concentration en phytoplancton,
la matière organique dissoute. Donc tout ça, ce sont des critères, des paramètres qu'on va pouvoir estimer grâce en fait à des critères assez simples, hein, comme la transparence de l'eau ou la couleur de l'eau. Donc là, je voulais juste vous montrer en fait deux photos satellites du Léman. Donc une a été prise le 6 septembre 2021 et donc c'était à l'époque, il y a eu un bloom algal qui était causé par une bactérie, par une algue, Hieroglena, qui était pas toxique. Mais on voit que ce bloom était d'une très grande ampleur et que ce bloom était visible de l'espace. Donc on voit en fait à gauche cette image du Léman vert. Et puis à droite, c'était un événement de blanchissement du lac qui se rencontre de temps en temps. C'est souvent au début de l'été. Et donc en fait donc on voit ici vers Villeneuve des taches un peu turquoises, blanches. Donc ça c'est dû à un phénomène de précipitation de calcite. Et donc on peut voir ça sur l'élément. Donc les gens qui vivent ici un petit peu autour voient parfois le lac se transformer et des eaux turquoises un peu laiteuses comme ça. Voilà, donc en fait on voit que tous ces phénomènes peuvent se voir même de l'espace et donc sont prises en photo par le satellite. Et donc c'est l'équipe de Daniel Odermatt à l'EAVAG qui a une grande expertise en fait dans l'utilisation de la télédétection satellitaire et qui analyse la qualité de l'eau des lacs. Donc ils utilisent principalement les images du satellite Sentinel-3 qui passe tous les jours au-dessus du Léman entre environ 11h et midi. Et c'est vrai que jusqu'à présent, il existait très peu de données comparatives, à part celles prises de la plateforme Explore, dont je parlais justement tout à l'heure, et au point SHL2. Donc là, le point SHL2, c'est un point au milieu du lac où, historiquement, on prenait des mesures environ 2 fois par mois. Donc c'est vrai que Daniel avait peu de valeurs comparatives de mesures in situ sur le lac, à part à ces 2 points. Et notre projet de sciences citoyennes, justement, permettra de recueillir beaucoup plus de données sur l'ensemble du lac. Et donc, Daniel pourra utiliser ce jeu de données, celle de l'Explore, SHL2 et ces données satellites pour vraiment développer son modèle, son algorithme pour le Léman. Donc là, je vais juste vous parler un petit peu plus du projet de sciences citoyennes. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour recruter les participants à notre projet ? Donc déjà, on a organisé une soirée de lancement qui a eu lieu le fin avril à l'EPFL. Donc on a invité environ 130 participants au projet qui sont venus. Le but de la soirée, c'était vraiment de présenter les objectifs, d'expliquer les méthodes de mesure, à quoi elles seront utilisées, comment faire les mesures, etc. Notre partenaire, l'ASL, a également mobilisé tous ses membres et a assuré la promotion du projet un petit peu tout au bord du lac, autour du Léman, avant la soirée de lancement. Et suite à la soirée de lancement, suite à des communiqués de presse, on a réussi à finalement recruter plus de 600 personnes. 636 ce matin. Voilà. J'ai regardé. Ah, vous avez regardé, bravo. Et on a distribué 238 disques de Seki. Donc en fait, on est ravis. Finalement, le projet il y a eu un engouement de la part du public suite à ces communiqués de presse. Tout le monde sait ce qu'est le disque de Seki. Donc je vais vous en parler juste là maintenant. Pardon. Alors d'abord, donc pendant cette soirée de lancement, on a expliqué comment faire les mesures. Donc voilà, comment faire une mesure de la couleur de l'eau. Donc c'est très simple. On a besoin d'un smartphone. On download une application Eye on Water. Donc c'est très simple. Et cette application se base sur l'échelle de couleurs de Forel Houlet. Donc on a 21 couleurs. Donc le lac peut prendre en fait toutes ces couleurs, du bleu profond au vert, au plutôt jaune, voilà. Donc c'est très simple, on a son iPhone, on est sur son voilier, son bateau, son kayak, on se pose pas trop loin, le plus proche possible de la surface, et on peut prendre une photo à l'ombre, sans vague si possible, de la couleur de l'eau. Et donc derrière se trouvent un petit peu toutes les palettes de couleurs, et on choisit la couleur la plus similaire à la photo du jour. Et on enregistre cette couleur-là. Et ensuite, on prend la mesure de transparence. Donc, si on a ce disque de Seki qu'on a distribué aux participants qui font partie du projet, donc c'est vraiment un outil très ancien qui est utilisé depuis plus de 100 ans. Et en fait, c'est donc un disque accroché à une corde, il y a un poids, on le fait descendre dans l'eau jusqu'à ce qu'il disparaisse et on mesure la profondeur de la transparence entre la surface de l'eau et le disque.
Donc ça mesure vraiment la transparence, ça donne une idée de la turbidité de l'eau, donc la présence de particules en suspension, de phytoplancton, etc. Donc là, on voit par exemple la différence de transparence de l'eau, du Léman en hiver et en été. Donc on voit par exemple qu'en hiver, on a moins de phytoplancton, moins d'algues. Donc la transparence est beaucoup plus grande. On peut avoir des profondeurs de séquilles à plus de 10 mètres, même jusqu'à 17. Donc je sais que c'était peut-être au mois de mars, avril, on avait fait des mesures sur la plateforme et on était à 15, 16, 17 mètres. Et en été, à cause du bloom, enfin de la croissance algale, on a des faibles transparences à moins de 2,5 mètres. Et vous disiez qu'on peut utiliser ça, donc il faut un bateau, voire un paddle. Vous imaginez, vous, sur un paddle, oui. un disque de séquille? Oui, parce qu'en fait, les disques de séquille, ils sont assez petits. Sans se casser la gueule, hein, vous êtes sûr? Ouais. Voilà, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'eau, et surtout avec son téléphone, voilà. Mais en fait, ils sont assez petits, ils ne sont pas très lourds, et non, c'est facilement utilisable, on peut les mettre dans un sac à dos. Donc ça, c'est des disques de séquille qui ont été expressément créés pour ce projet. Donc ils sont imprimés en 3D. Donc ils sont plus petits que les normaux, là, on va dire, mais on arrive tout assez bien à mesurer la transparence. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Et puis on enregistre donc sa mesure sur l'application Iron Water avec la localisation GPS, etc. Donc c'est toutes des données qui peuvent être utilisées en temps réel. Donc voilà, donc ça c'est ce qui avait été expliqué. Et il y a un site lemanscope.org qui a été créé aussi. Donc là, si vous êtes intéressé au projet, vous pouvez aller voir sur la page, vous pouvez vous inscrire. Et il y a des vidéos explicatives sur les objectifs du projet, comment prendre les mesures, etc. Donc c'est très simple et tout le monde peut, en fait... donc il faut quand même avoir une embarcation. C'est vrai qu'on ne peut pas faire ces mesures depuis le bord. Donc si on voit le fond du lac, on ne peut pas prendre de mesures. Donc il faut vraiment, je pense, être sur le lac vraiment pour pouvoir faire partie de l'étude. Ça, les gens le savent, ils sont formés, ils ont Oui, donc voilà. Donc pendant la soirée de lancement, on a bien expliqué. Donc en fait, on ne doit pas voir le fond, on doit être sur le lac. Il faut être, dans l'idéal, dos au soleil, pas de vagues, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour prendre les mesures. Voilà. Donc en fait, les moyens de communication avec les 600 participants au projet. Donc comme je disais, on a un site web qui a été créé, donc le lemanscope.org. On organise régulièrement des visites publiques sur la plateforme L'Explore. Donc toutes les 6 semaines, n'importe qui est intéressé peut venir. On va leur expliquer un petit peu, on va leur faire des démonstrations en live, leur expliquer les projets qui se passent depuis la plateforme. Pour garder la communauté engagée pendant la saison d'hiver, parce qu'effectivement les gens vont moins sur le lac, je pense, quand il fait froid. Donc on va organiser là une série de webinaires et d'ateliers en présentiel pour discuter de thèmes spécifiques sur la qualité de l'eau du Léman. Donc là, par exemple, le prochain aura lieu le 25 novembre et ça va être sur le brassage du lac. Donc là, c'est un webinaire, tout le monde peut y participer. Donc vraiment, on essaie de garder cette communauté autour du Léman engagée dans le projet. Et pendant les ateliers, donc voilà, on va inviter des participants à venir s'exprimer. Ils vont pouvoir discuter avec les scientifiques sur les problématiques du lac, sur leur perception de la qualité de l'eau, en fait, voilà, sur un peu dire leur expérience, etc. Et le projet a commencé donc en mai et va durer 20 mois. Donc il y aura un événement de clôture en janvier 2026, où là, on va inviter tous les participants pour les remercier de leur engagement avec un cocktail dînatoire, etc. Donc voilà. Donc ici, je voulais juste vous montrer un petit peu. Donc quand on va sur le site de Iron Water, on voit que depuis le début du projet, on a plus de 2000 mesures. Donc on voit qu'en fait, chaque jour, il y a des gens qui vont sur le lac, qui prennent des mesures. Et tout est enregistré. Donc là, on voit vraiment la couverture spatiale des points, des mesures qui ont été prises sur le lac, donc de couleur et de transparence. On voit vraiment que tout est couvert, côté Suisse, côté France. Alors on voit plus sur les rives, effectivement, qu'au milieu du lac. Mais quand même, donc voilà. Donc ça, c'était un petit peu... le but du projet, on est ravis de voir en fait. On passe de 2 points de mesure à 2000 et quelques, si je résume. Voilà. Et si on va sur le site de lemanscope.org, donc là, il y a un onglet avec la visualisation des données. Donc on peut voir, on peut cliquer sur une date. Par exemple, là, j'ai cliqué sur le 10 août 2024. C'était un jour sans nuages, donc on voit vraiment tout le lac. Magnifique. On voit les points qui ont été pris, les mesures qui ont été prises par les participants. Donc d'un côté, c'est la couleur, là, c'est la transparence. Et puis, si je clique sur un des points, donc on voit même le nom, Natacha, voilà,
chef à l'EPFL, donc il y a des gens là, et on peut comparer leurs mesures avec la donnée satellite Sentinel-3. Donc par exemple, on voit Chico, là, je ne sais pas qui est Chico, quelque part ici. Bref, il a fait une mesure le 10 août à 6 mètres et l'estimation satellite était à 6,2 mètres. Donc vraiment, on voit que les participants prennent des mesures quand même assez similaires à celles estimées par voilà. Donc il n'y a pas trop de biais, le Kidam est un bon chercheur. Bah, il faut, ouais, en tout cas lui, oui. Alors c'est vrai que là, par exemple, maintenant, là, Daniel, donc mon collègue de l'EAVAG, m'a donné ses derniers graphiques. Donc lui, il a fait un graphe, là, donc en fait, on voit tous les points depuis le début du projet. Et il m'a donné le graphique pour le Léman, entre mai et novembre 2024. Et il fait également des analyses sur tous les autres lacs suisses. Donc on voit vraiment, finalement, là, on peut comparer les données du Léman avec celles des autres lacs. Et en fait, si on voit la mesure, la RMSE, c'est en fait la différence moyenne des mesures in situ prises par les participants et des mesures satellites. Donc on voit pour le Léman, c'est 0,92 mètres et enfin, si on regarde tous les lacs, c'est 1,26. Donc en fait, on peut vraiment dire que oui, les participants du Lémanscope sont pas mauvais. Sont pas mauvaises. Donc finalement, l'erreur moyenne, c'est d'environ 15%. Mais quand même, alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que après, en fait, si on a des profondeurs de plus de 10 mètres, donc on le voit sur le graphique là du Léman, le satellite n'arrive plus à détecter des profondeurs de plus de 10 mètres. Donc en fait, dans son plot, là, il a enlevé tous les points après 10 mètres, parce que là, on voit bien qu'il n'y a plus aucune corrélation. Donc là, vraiment, on ne peut plus se fier aux images satellites pour mesurer des transparences de plus de 10 mètres. Donc ça, c'est une chose, en fait, grâce à ces données citoyennes de sciences participatives, on peut vraiment voir la limite, en fait, à ce niveau-là, des données prises avec les satellites. Et puis, par exemple, là, il m'a montré aussi un résultat assez intéressant. Donc, on voit des différences entre le petit lac et le grand lac. On voit qu'en fait, les corrélations sont moins bonnes dans le petit lac. Et là, apparemment, ce serait un problème dû... il y a un brouillage des signaux optiques, parce qu'en fait, le petit lac est plus étroit, on est plus proche des rives, et la réflectance est plus grande donc sur la Terre. Donc ça fausse les résultats. Donc en fait, ça fausse les résultats. Voilà. Donc bon, après, je pense que la différence n'est pas non plus énorme. Voilà. Donc, mais on voit quand même ce genre de différence. Donc on peut vraiment calibrer le modèle et vraiment affiner les modèles, même entre petits lacs, grands lacs. Et donc par exemple là aussi, pour les mêmes raisons, on voit finalement que les corrélations proches des rives sont légèrement moins bonnes que celles prises à plus de 1 km des rives. Là, on voit sur le graphe en bas, au mois de mai, il y a une grande... Enfin voilà, donc le satellite avait fait une mesure estimée à 4 et quelques mètres, alors que finalement, la transparence mesurée par les participants était à plus de 10 mètres. Mais d'après les calculs, donc on peut quand même avoir de très bonnes corrélations, en tout cas. Voilà, donc là, le projet à 6 mois, hein, c'est quand même un projet qui va durer 20 mois. Donc pour l'instant, on est au début des mesures, on a juste fait une saison. Et qu'est-ce qu'en tirent comme bénéfice les gens? Alors c'est vrai la satisfaction de participer à la voilà, de la c'est vrai qu'à part la suisse, satisfaction de participer au projet, eh bien ce qu'on leur offre, c'est des webinaires, des ateliers. En fait, c'est vrai, c'est vraiment une véritable discussion. Donc c'est vrai qu'en fait, moi qui ai eu un petit peu l'occasion de communiquer avec les participants, je sens vraiment un engouement. Les gens qui vivent autour du Léman aiment ce lac. Il n'y a rien à dire. Je pense que vraiment, on sent qu'ils sont touchés. Ça les intéresse. Dès qu'il y a un article qui sort dans le journal sur le brassage du lac, sur nanana, ils posent des questions. Et on voit en fait vraiment que c'est des gens qui vont sur le lac. Donc il y a quand même quelques professionnels des pêcheurs, mais il y a beaucoup de plaisanciers, des retraités, des gens qui vont pour le plaisir. Et on voit vraiment que ça leur tient à cœur, en fait, la qualité de l'eau du Léman. Et c'est ça qui fait plaisir à voir. Donc c'est vrai que tous ces gens qui participent au projet, ils ont un véritable intérêt, et puis pour la science aussi. Donc en fait, nous, sur l'Explore, on reçoit aussi des écoles, des étudiants évidemment. Mais en fait, c'est toute la partie sensibilisation, éducation du public, engagement du public
Et en fait, ce qu'on aimerait aussi développer, c'est la perception de la qualité de l'eau par les gens. Donc c'est vrai qu'en fait, là, dans ce projet de sciences participatives, on aimerait se mettre sur le même piédestal. Donc c'est peut-être moins comme ici, où on est les scientifiques un petit peu sur son estrade en train de dire « vous, voilà, je vous explique ». C'est peut-être se mettre plus au même niveau et écouter les gens, écouter leur perception, s'ils ont des choses à dire, sur la perception du lac. Donc par exemple là, aussi, un des résultats qu'on peut voir, c'est par exemple les participants les plus actifs. Donc là, c'était qui? Chico en question, dont je parlais tout à l'heure. Il a une magnifique courbe donc une corrélation presque parfaite avec les données satellites. Donc lui, il prend des excellentes mesures. Voilà. Bon, en fait, c'est vous, dites-le, ou c'est M. Soulignac, dites-le. Non, je ne sais pas qui est Chico. Voilà, donc la valeur ajoutée du Lémanscope, donc voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, donc les mesures de monitoring actuelles, on a seulement 2 localisations sur le Léman où on a des mesures, donc c'est le point SHL2 ou alors l'Explore. On a une très longue série de données historiques, c'est des mesures précises, mais on n'a pas d'estimation de l'incertitude. Avec le Lémanscope, donc la valeur ajoutée, donc on a au moins une valeur par jour, on a une couverture totale du lac, surtout proche des rives. On est sur une période de 2 ans, donc les mesures sont quand même moins précises, parce que voilà, c'est quand même des citoyens qui le font. Mais comme on a une quantité suffisante de données, on peut faire des calculs statistiques d'incertitude. Je me permets de vous interrompre un peu, parce que sur une de vos slides, il y avait le tableau de mesures non valables. Donc il y a certaines personnes qui prennent des mesures, mais qui sont moins bien prises que d'autres personnes qui mesurent mieux. Et c'est quoi le critère pour savoir si un truc est valable ou pas? C'est en fonction de ce que fait Mesure Sentinelle? C'est très loin de ce que mesure Sentinelle. Alors en fait, voilà, donc en fait, il y a quand même une validation des données. Donc les gens qui prennent des photos, par exemple, si Daniel voit qu'il y a une photo, on voit le fond, directement, il va éliminer la mesure. Donc s'il voit par exemple une mesure de plus de 20 mètres, il va l'éliminer aussi. Je veux dire, là, c'est clair que c'est pas possible. Donc et puis je pense que c'est vrai que s'il y a un participant qui fait sans cesse des erreurs, je pense en été, c'est possible à 20 mètres, non? Non, de transparence. Non, c'est pas. Ah ouais, c'est pas possible. Non. Oui, donc s'il y a plusieurs erreurs répétées par le même, vous le virez. Ah pardon, en hiver, je veux dire. En hiver. Oui, alors c'est vrai qu'en hiver... Parce que moi, j'ai vu sur votre slide, il y avait 20 mètres. Ah bon? Ouais. C'est vrai que c'était où vous avez eu 20 mètres, là quand vous avez fait comparer été-hiver. Oui, là, il y a 20 mètres. Mais il n'y a qu'une mesure qui n'est pas corrélée. 20 mètres? Là, sur celui de gauche. Alors oui, peut-être. Alors tous ces points-là, blancs, justement, il ne les a pas pris en compte. Oui, parce qu'en fait, là, donc bon, alors peut-être à 19 mètres, ça me paraît énorme, mais peut-être que c'est possible. Mais en fait, finalement, comme les données satellites n'arrivent pas à estimer à plus de 10 mètres, donc en fait, dans la corrélation, tous les points après 10 mètres, il les a enlevés. Parce que là, vraiment, le but, c'était de corréler les données satellites avec les données in situ. Et finalement, comme le satellite n'arrive pas à avoir plus de 10 mètres... ça crée du bruit de fond statistique qu'on élimine. Voilà. En conclusion, ce que je voulais dire, donc c'est vrai que donc le projet a commencé en mai. On a donc plus de 2000 mesures prises jusqu'à présent. Pour l'instant, les comparaisons préliminaires des mesures in situ avec les produits de télédétection sont similaires aux comparaisons intérieures. Donc finalement, en fait, on peut se dire que les citoyens prennent vraiment de bonnes mesures et peuvent jouer un rôle clé en contribuant à la collecte d'observations scientifiques pertinentes et qui vont être utiles pour le suivi des changements environnementaux. Donc voilà, et finalement le but final de notre projet, c'est quand même d'établir des échanges, un dialogue avec le public. Et donc voilà, donc on se réjouit de la période d'hiver, donc même s'il y aura peut-être moins de mesures qui seront prises l'hiver, mais on aura vraiment ces webinaires, ces ateliers qui vont pouvoir vraiment établir un dialogue entre le public et les scientifiques. Donc merci pour votre attention. Merci beaucoup, voilà. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Frédéric Soulignac, c'est à vous. Vous êtes un fan du disque de Seki, vous aussi? Oui, et puis de la biomasse phytoplanctonique. Je m'en doutais. Et donc, plus il y a de... Mais je le savais, Chico. Plus il y a de microalgues en suspension dans là, les vous eaux êtes content. C'est pas moi, Chico. Non. Et donc, plus il y a de microalgues en suspension dans les eaux du lac, plus la transparence de l'eau est faible. Donc, moins on voit le disque de Seki en profondeur. Et donc, les collègues de l'EPFL produisent des cartes de transparence de l'eau, mais aussi des cartes
de biomasse phytoplanctonique en analysant les différents rayonnements du lac dans différentes longueurs d'onde. Donc c'est un métier. Moi, je suis pas du tout spécialiste de ça, mais j'utilise des données produites pour mes recherches sur le lac Léman et sur la qualité de l'eau. Vous aviez une présentation, je ne sais plus. Alors non, j'ai pas de présentation. Non, mais c'est très bien. Vous, votre travail, c'est de modéliser le comportement du phytoplancton pour prévenir ou suivre les blooms, enfin les événements, l'explosion démographique du phytoplancton. Ouais, c'est ça. On l'a vu peut-être ce matin sur les grandes images, là, les grandes images satellites où on voit beaucoup de développement avec des formes. Je travaille sur un projet qui a été évoqué ce matin par Géraldine Flieger, le projet ALGA Interreg entre la France et la Suisse. Et donc on utilise ces données satellites pour suivre, parce qu'on arrive actuellement, avec les outils de modélisation, on n'arrive pas vraiment à anticiper ces développements de bloom. Mais pourquoi ? Parce que ça fait... Parce que c'est la vie, c'est complexe, Voilà. Il y a plein de... C'est pas cyclique. On peut pas se dire qu'à telle saison ou à tel mois, si. Si, il y a 2 échelles de temps, on peut voir ça sur à l'échelle de la saison. On arrive relativement bien à reproduire la succession saisonnière des différentes espèces phytoplanctoniques dans le lac, avec au printemps des espèces plutôt de type diatomée dans les eaux de surface, et puis au fur et à mesure que les eaux de surface perdent en nutriments, on a un développement en profondeur d'autres. Donc ça, les modèles le reproduisent assez bien. Par contre, on n'arrive pas à reproduire des événements particuliers comme ce bloom de septembre 2021, où là, en 2-3 jours, on a une explosion de la biomasse. Et c'est là où les images satellites nous permettent d'observer ça jour après jour. Donc le matin à 10h30, je suis déjà au travail, mais je regarde la couverture nuageuse, et s'il fait beau, je me dis que le lendemain, je disposerai d'une image qui va me permettre de suivre l'état de la biomasse phytoplanctonique dans le lac. Et donc dans le projet ALGA, on travaille avec ces images de manière à donner un état initial de la biomasse dans le lac, et on couple ça avec un modèle de courant. L'état initial, c'est quelle saison, l'état initial ? Alors non, l'état initial, c'est l'image qu'on observe. Par exemple, demain, j'aurai l'image d'aujourd'hui, ce sera mon état initial. Et grâce à un modèle mathématique de circulation des eaux du Léman, on est capable de prévoir où est-ce que la circulation du bloom ou de... Voilà, c'est ça. Okay. Et donc d'avoir une anticipation à 3-4 jours, parce que les prévisions hydrodynamiques du lac sont précises à peu près à ce niveau-là. Donc on est capable d'anticiper, et en cas vraiment de bloom, on travaille sur un outil d'alerte qui pourrait être utilisé par les autorités pour mettre en place des choses pour justement peut-être arrêter les captages d'eau potable là où on identifie des zones polluées, ou bien la baignade, ou les différents usages. Il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer, si ce n'est le développement du bloom, son apparition, sa longévité, sa circulation, mis à part la courantologie. Il peut y avoir l'ensoleillement, le niveau de phosphore, la stratification du lac, je ne sais pas. Oui, c'est très complexe. Il y a tout un tas de facteurs déterminants dans le démarrage et puis dans la persistance de ces blooms. Là, le bloom de septembre 2021, il apparaît suite à 4-5 jours où il n'y avait pas un pet de vent et où il faisait de plus en plus chaud avec aucun nuage. Donc ça, c'est la lumière, la température élevée, et puis aussi il faut des nutriments, du phosphore, de l'azote pour que les cellules algales se reproduisent. C'était quoi la question ? C'était ça, c'était les autres facteurs qui influencent dans ce modèle. C'est un modèle mathématique que vous avez adapté, que vous avez créé ? Voilà, qu'on a créé, oui. Que vous avez créé, d'accord. Et le facteur le plus important, donc, c'est la courantologie, une fois que le bloom s'est manifesté. On fait l'hypothèse que d'un jour à l'autre, on peut suivre. Alors effectivement, on ne tient pas compte de la croissance ou du déclin de la biomasse, mais ça nous donne une idée de comment les choses évoluent. Ouais. Et ce modèle existe depuis quand ? On travaille dessus depuis le mois d'avril, mais il fait appel à d'autres données qui existent depuis longtemps, avec les collègues de l'EPFL, de l'EAVAG. C'est un consortium. D'accord. Et ces courants ne changent pas, le régime général des courants ne change pas avec le changement climatique ? Alors, je ne suis pas un expert de ça. Il y a beaucoup de choses qui changent avec la température change. Donc, sur les directions de courant, je ne saurais pas trop dire. Ce qu'on voit, c'est que la stratification thermique s'intensifie
avec le réchauffement climatique. Donc on a une différence de température entre la surface et le fond qui est plus élevée. On a quelque part, on dit qu'on a un lac plus stable, donc qui est plus résistant à des tempêtes. Et puis. Mais ça favorise, au contraire, ça atténue la circulation verticale de l'eau, la redistribution des nutriments. Non, ça déconnecte justement les eaux du haut. Pour que les nutriments ne peuvent pas aller jusqu'en haut. Voilà. C'est bien pour vous, il n'y a plus de bloom. Bah ouais, mais bon, il y a quand même une bonne réserve au fond du lac et on parle parfois de bombes à retardement avec tout ce phosphore qui s'accumule au fond du lac. Parce que les petites cellules, les petites algues qui croient au printemps, à l'été, au printemps, elles crèvent au fond. Elles crèvent et en sédimentant, l'activité microbienne donc consomme de l'oxygène, mais aussi libère du phosphore dans les eaux profondes. Et lors de l'hiver, avec le refroidissement de l'atmosphère, il y a un brassage des eaux qui se met en place, puisque les eaux froides sont plus lourdes que les eaux. Donc, il y a un mouvement, une convection verticale qui se met en place, avec d'autres facteurs. Mais ça, et donc, avec le réchauffement climatique, ce dont on s'attend à ce que ce brassage soit de moins en moins profond, et donc il y a une déconnexion entre les eaux de surface et les eaux du fond. Et l'influence de la fameuse moule terrible dont on a parlé ce matin, la moule quagga, elle bouffe des nutriments, elle bouffe du phytoplancton, donc a priori le risque de bloom il s'atténue avec elle. Alors, et l'eau devient plus claire si je tire le fil. Oui, effectivement, la moule quagga elle bouffe du phytoplancton, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de problèmes de bloom. Mais c'est pas si simple. Il y a une conséquence de comme cette moule, elle se développe au fond, elle se développe pas dans l'eau, elle se fixe au substrat, donc en zone littorale et au fond. Et par son activité filtrante, elle redirige les nutriments vers les zones littorales et vers les zones benthiques, donc les zones au fond du lac. Et donc voilà, ça concentre des zones de phosphore. On sait pas trop. C'est-à-dire que c'est elle la maîtresse du phosphore maintenant. Ah, clairement, ouais. Comme la crépidule en rade de Brest. Ouais. C'est dingue. Vous connaissez tous la crépidule, bien sûr, qui a colonisé la rade de Brest sur des hauteurs phénoménales. Et ça a même changé la granulométrie, qui a condamné à terme les coquilles Saint-Jacques et même les huîtres. Alors, vous allez me dire qu'il n'y a pas de coquilles Saint-Jacques sur le lac Clément. Bon, enfin bref. Et votre modèle, il est corrélé avec le suivi par satellite des blooms, heure après heure, jour après jour. Alors, jour après jour, voilà, tous les matins, il y a une routine informatique automatique qui met à jour ça. Donc on est encore au stade de recherche, hein. C'est pas quelque chose qui est opérationnel, mais le projet Alga vise à rendre ça opérationnel. D'accord. Voilà. Il faut imaginer que pour nous, c'est avoir accès à ce genre de données, c'est super riche, parce que le suivi historique dont tu as parlé, Laurence, c'est 2 fois par mois en un point. Et là, on a une image quotidienne avec 3000 pixels, 5000 pixels. Ouais. Donc ça fait une quantité de données. Pour entraîner les modèles, c'est beaucoup plus efficace. D'accord. La suite du programme, c'est quoi pour enrichir encore le modèle? Vous aimeriez qu'il arrive à quoi, ce modèle? Qui vous permette de faire quoi? On aimerait qu'il prédise... Non, on va pas réussir à prédire le démarrage du bloom. Par contre, ce qu'on aimerait prédire, c'est le déplacement. Donc on aimerait que les images qu'on observe le lendemain coïncident avec les images qu'on prévoit. C'est pas le cas encore. C'est pas encore le cas. Bah alors on travaille. Vous travaillez pas assez. Vous êtes d'accord, Grégory? Vous travaillez pas assez. Ça fait partie de la recherche. C'est bien. La recherche a aussi son temps. Et bien là, c'est votre temps, Grégory. Merci, Frédéric. Grégory Giuliani, on va encore parler modélisation, mise en corrélation de données éparses, dont les données du satellite, avec des données plus terre-à-terre. On vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Comme il a été mentionné, mon nom est Grégory Giuliani, je travaille à l'Université de Genève au sein de l'Institut des sciences de l'environnement, où je vais vous emmener un petit peu à travers quelques slides, dans une espèce de petit voyage de l'espace pour aller voir un petit peu notre région et aussi essayer de faire écho un petit peu à ce qui a été dit ce matin aussi. J'ai pris quelques notes par moment sur des aspects qui me semblent assez intéressants parce que j'ai la chance, en tant que chercheur, d'être souvent en interaction avec mon gouvernement en Suisse et de voir un petit peu les processus qui permettent d'amener de la science au plus près du politicien
et de constater souvent que malheureusement nos politiciens ne sont pas encore prêts à ingérer ou à consommer cette information scientifique. Et ce qui fait que aussi en tant que citoyen, des fois on peut peut-être être un petit peu en colère contre nos institutions. Juste vous dire voilà, quelques mots. Vous avez déjà vu ce matin ma directrice, Madame Géraldine Fliguer, qui est directrice de l'Institut des sciences de l'environnement, qui est un institut qui est interfacultaire au sein de l'Université de Genève. Moi, je représente la faculté des sciences, mais j'ai des collègues qui viennent de la faculté de médecine, de la faculté de sciences économiques, de la faculté de droit, de la faculté d'économie et de management. Et on a un groupe d'à peu près 200 chercheurs à essayer de comprendre et d'échanger de manière interdisciplinaire sur les problématiques de l'environnement, sur les grands enjeux globaux qui nous concernent. Donc voilà, juste mentionner un petit peu l'institution dont on vient, qui collabore entre autres au cluster eau. Et dans ce cadre, en fait, mes recherches, ma spécialité, j'ai été formé dans l'utilisation des données satellitaires, et en particulier pour observer les impacts des changements climatiques à diverses échelles. Et on a entendu ce matin qu'à priori, à peu près, 93% des données satellitaires n'atteignent pas leur cible, finalement, n'atteignent pas les utilisateurs et les utilisatrices. Al Gore, déjà en 98, disait à propos du programme américain d'observation de la Terre aussi, qu'aucun pixel de la majorité de ces images satellites n'avait allumé aucun neurone d'un être humain sur cette Terre. Donc c'est un vrai problème. Et on s'est dit, avec un groupe de collègues, suite aussi à des travaux qui ont été faits en Australie, qu'il faut qu'on maximise l'utilisation de ces données satellitaires au niveau national. On a discuté avec notre gouvernement, on s'est mis en consortium aussi avec des collègues du Programme des Nations Unies pour l'environnement, de l'Office fédéral de la recherche pour la forêt, la neige et le paysage, le WSL, et aussi l'Université de Zurich. Et on a construit depuis maintenant un peu moins de 10 ans ce qu'on a appelé en anglais le Swiss Data Cube, le cube de données suisse, où on a collecté toutes les données possibles satellitaires du programme américain et du programme européen d'observation de la Terre. Donc on a toutes les données Sentinelle sur la Suisse, toutes les données du programme Landsat sur la Suisse. On a mis dedans encore toutes les données possibles qui viennent du gouvernement suisse, plus tous les produits qu'on génère d'informations à partir de ce cube de données, donc des données sur l'état de la végétation en Suisse. Alors je parle de la Suisse, c'est un peu fictif, et vous allez voir tout à l'heure. Après, les satellites ont une orbite étant un peu inclinée. Pour couvrir toute la Suisse, on doit couvrir un petit peu plus que toute la Suisse, et on a des données sur la France, sur l'Italie, sur l'Allemagne, sur l'Autriche. On a même le data cube du Liechtenstein, vu qu'on a toutes les données couvrantes. Mais voilà, pour dire qu'on a la technologie maintenant qui nous permet de maximiser l'utilisation de ces données, les faire parler, les croiser avec des données in situ telles que les données qui sont acquises, par exemple, avec le cadre de sciences citoyennes qui nous a été montré précédemment. Et ce qui est intéressant, quand on commence à voir un petit peu ces valeurs, imaginez qu'un pixel sur une image satellite, voilà, c'est une mesure de réflectance, donc on mesure juste la réflectance de surface de la lumière solaire, mais c'est une observation qu'on peut traduire en une variable géophysique, par exemple un taux de chlorophylle dans l'eau du lac. Imaginez que dans cette base de données actuellement, on a 3000 milliards d'observations du territoire suisse. C'est la plus grande base de données d'observation de l'environnement suisse qui existe. J'en ai pas vu d'autres. Et là, voilà, on amène déjà un outil qui nous permet d'être couvrant. Frédéric le disait déjà. C'est un des avantages de la télédétection. On est peut-être un peu moins précis que les données ponctuelles de senseurs, mais on est très couvrant et on est très précis aussi dans le temps. Alors, on a des milliers d'images du territoire, et surtout aussi, ce qui est intéressant, il y a ce 40 millions de francs suisses ou 40 millions d'euros. Bon, le taux de change n'est pas tout à fait favorable en ce moment, mais peu importe. Avant 2008 aussi, il y avait la politique, et en particulier aux États-Unis, avec le programme Landsat, on devait payer pour acquérir ces images. Et ces images étaient coûteuses. Si on avait dû payer le prix qu'on avait dû payer à l'époque, avec aussi en appliquant le même prix sur les données Sentinelle, qui n'est pas le cas, elles sont toutes en open data, on aurait dû débourser quelque chose comme 40 millions d'euros de données pour construire ce cube de données, et là, on l'a fait gratuitement quasiment. Donc on fait plein d'activités à différentes échelles, on collabore pas uniquement au niveau national, l'idée c'est quand même de supporter notre gouvernement et les gouvernements cantonaux aussi, mais on collabore avec d'autres pays, on collabore avec d'autres universités au sein de la Suisse,
aussi avec le secteur privé. Et le but, c'est vraiment de contribuer à avoir un système efficace de suivi de l'environnement. Alors, vous verrez quelques exemples, en particulier sur la couverture neigeuse. On vient d'avoir une thèse qui s'est terminée hier, qui a été soutenue hier sur les changements de couverture de neige en Suisse. Mais on peut voir les impacts des sécheresses, et ça se mesure très bien par satellite. Les vagues de chaleur répétées qu'on connaît ces derniers étés, on a pu montrer par exemple que la végétation est en train de s'assécher. Donc maintenant, on a des végétations de type méditerranéenne qui commencent à coloniser la Suisse, qui commencent à s'adapter. Moi, j'ai un olivier dans mon jardin. Quand je l'ai planté il y a quelques années, on m'a dit « T'es fou de planter un olivier à Genève ?» Il pousse très bien. J'ai des olives chaque année maintenant dans mon jardin, et il tient très bien l'hiver sans problème. On a pu aider des archéologues aussi, on a pu aider le canton de Vaud par exemple aussi à s'adapter au changement climatique et à mesurer les surfaces imperméables en mesurant la quantité de végétation. Alors ça peut paraître étonnant, mais là, plus il y a de végétation, plus il y a d'infiltration dans le sol. Donc c'est des zones qui sont très perméables, c'est très bien. Donc l'inverse, on peut faire le rapport inverse et on a les données imperméables à travers le pays. Et on a fait aussi, ça fait peut-être aussi lien avec la prochaine présentatrice, aussi, on a fait des études sur les différents indicateurs des objectifs du développement durable. Et pour la petite histoire, un qui est intéressant, c'est celui qui porte le nom de code 15.3.1, c'est la dégradation des terres, c'est la perte de productivité des sols. Donc, j'ai fait partie du groupe de chercheurs qui a supporté la Convention des Nations Unies pour la désertification, et on a développé cette méthodologie, on l'a implémentée pour la Suisse et on s'est rendu compte que la valeur qu'on trouve est 2 fois plus élevée que ce qui est officiellement rapporté par le gouvernement suisse. Donc d'abord on s'est dit, vu qu'on est scientifique, on va d'abord vérifier nos résultats, voir si on a fait une coquille quelque part. Il s'avère que non. Donc on a alerté le gouvernement, on leur a dit les gars, la valeur que vous reportez est fausse et elle est 2 fois, on trouve une valeur 2 fois plus grande que ce que vous mesurez. Nous nous sommes dit, ah oui, et on sait pourquoi, parce que vous ne tenez pas compte d'un certain nombre de facteurs, on les a énumérés, on a dit, on a les méthodologies, on peut vous aider. Réponse du gouvernement, on s'en fiche, ça ne changera rien notre façon de faire le reporting sur cette problématique-là. Et la dégradation des terres, juste pour vous donner à l'échelle globale, ça affecte plus d'1 milliard de personnes actuellement à la surface de la Terre, et ça a un fort accent et une forte influence sur la problématique de sécurité alimentaire. Et vous la mesurez comment, pardon, cette dégradation? Alors on la mesure en mesurant les changements de couverture du sol, donc les aspects physiques, de productivité des terres et de contenu en carbone des sols. Et ça, c'est que du satellite? Alors, les 2 premières, c'est que du satellite. Le 3e, il y a des méthodes qui commencent à émerger à partir de satellite. Mais là, c'était sur des données terrain qu'on avait. Comment on évalue la productivité d'une terre? Alors, on peut regarder, par exemple, simplement avec un index qu'on appelle le NDVI, qui est l'index de végétation. Et si on fait l'intégration sur une année, on peut voir ce qu'on appelle sa courbe phénologique. Donc, au moins, la végétation qui grandit au printemps, qui atteint un maximum en été et qui diminue à l'automne. La productivité photosynthétique, quoi. Voilà, on a un proxy de l'activité. Si on l'intègre dans le temps, on a une estimation de cette productivité qui est relativement fiable. Donc là, déjà là, des fois, moi, en tant que chercheur, quand je reçois ce genre de réponse, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me tapent dans le dos et qu'ils me disent « bravo mon gars hein », mais quand même, c'est un petit peu frustrant et je me dis qu'il y aurait quand même des petites choses à faire. Et je vais vous montrer un exemple lié justement de cette thèse que je vous disais qui a été soutenue hier. Sur le recul de la neige. Sur la neige. Donc là, vous reconnaissez peut-être toutes et tous le Valais. Cette étudiante a bossé pendant 5 ans pour développer des méthodes, peu importe, mais ça, c'était un des premiers résultats qu'on avait sortis. On avait pris toutes les données Landsat, là en l'occurrence, pendant la décennie 95-2005. Et ce qu'on a fait, c'est que pendant les mois d'hiver, on a juste calculé la fréquence d'observation de la neige. Donc ce qui est codé en rouge, on va dire le 0 à 20%, ça veut dire que 0 à 20% du temps pendant l'hiver, il y avait de la neige, et à l'inverse, le bleu foncé, c'est des zones de neige permanentes pendant les mois d'hiver, donc entre 80 à 100% du temps couvert de neige. Et on a comparé ça avec la décennie suivante. Vous voyez déjà que cette zone rouge, elle remonte en altitude. Donc ça, c'est déjà un indicateur un peu des changements climatiques. Ça nous dit que le niveau où on trouve peu de neige est en train de remonter en altitude, et aussi les zones bleues, bleu foncé en particulier, ont diminué. On a pu quantifier cette diminution et faire une carte qui montre les zones de gain et les zones de perte à travers le pays sur ces 20 dernières années. On s'est rendu compte qu'on a déjà perdu presque 5% de neige permanente à l'échelle du pays. Donc ça fait quand même quelques milliers de kilomètres carrés.
et une augmentation proportionnelle par contre des zones pendant les mois d'hiver où la neige est rare de 8%. Donc ça avait déjà été un résultat qui nous avait un petit peu fait peur, on va dire, hein, c'est quand même assez spectaculaire. Et ce qui est d'autant plus spectaculaire, et on entendait ce matin aussi quelqu'un qui disait dans l'audience, on n'est pas capable, enfin on ne prévoit pas assez, on n'annonce pas assez ce qui se passe. Un des gros résultats de ce travail de thèse, je ne peux pas vous le présenter parce que l'article est encore sous embargo, mais je peux vous donner la valeur. On a fait les projections par rapport avec les projections du GIEC, et on a regardé à l'échelle de la Suisse, à l'horizon 2080, on va perdre 40% de neige si on continue comme on continue maintenant. Si on fait business as usual, hein, le fameux RCP 8.5, on continue. Si on prend une action environnementale pertinente maintenant, donc le scénario 2.5, on va encore perdre, quoi qu'il arrive, 20% de neige. Donc là, on va alerter les décisionnaires pour les stations de ski. Toutes les stations de ski en dessous de 2000 mètres sont condamnées. C'est clair, c'est net, il n'y a pas besoin de tergiverser. Les investissements dans les canons à neige, c'est fini, ça ne sert à rien. C'est fini en théorie. Alors, en théorie, de notre point de vue de scientifique, bien entendu, le message ne va pas passer, on va continuer à investir. Pardonnez-moi, mais ça, le GIEC l'avait déjà annoncé de toute façon. Mais on l'a déjà annoncé, on le sait. Mais et donc, quand vous montrez ça à un patron de station de ski, vous dit quoi? On va faire du VTT ou... Alors après, ils nous disent, oui, ouais, ça va être problématique. Maintenant, vous nous donnez un horizon temporel assez clair. Alors ça, c'est assez fort. Ils sont contents d'avoir ce résultat. Mais après, ils se sentent démunis sur quoi faire. D'accord, donc ils ne refusent pas le diagnostic, ils disent ça nous permet de nous adapter, parce qu'on sait où on va. D'accord. Voilà, maintenant, il y a une vraie prise de conscience par rapport à cette problématique, parce qu'on a eu le cas, quand les cartes que je vous montrais là, quand on a publié ça il y a 5 ans en arrière, la station de Charmey, dans le canton de Fribourg, nous a dit « Ah, si on avait eu ces résultats, peut-être quelques mois avant, on n'aurait pas mis la clé sous le paillasson. » Donc, ils ont fermé la station a fait faillite. Donc, voilà, c'est un débat qui est assez complexe, mais j'ai aussi envie de dire, et ça m'a rappelé ce matin aussi un rapport qui était sorti de Edward Stern, hein, il y a déjà bien quelques années, un économiste britannique. 2005, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Hein, ouais. Parce qu'on perdrait en PIB si on continuait business as usual. Exactement. Mais une des conclusions, et je pense que c'est un message fort qu'on doit toutes et tous garder, et en particulier, je pense, nos décisionnaires doivent garder en tête, c'est que le coût de nos inactions sera toujours plus grand que le coût de l'action. Alors arrêtons de dire aussi « Ah, ça coûte cher ». Oui, mais ça coûtera encore plus cher dans quelques années. Donc il est vraiment le temps, à mon avis, d'agir et d'agir efficacement. Mais mine de rien, cette carte a été utile à la Confédération helvétique pour refuser les JO d'hiver? Il y a d'autres raisons. Ce sera d'autres raisons. D'accord. Ce ne sera pas celle-ci. Je veux confirmation de ce que je sais. Alors vous la montrerez au gouvernement français, voilà. Parce que vous pouvez vous adapter là sur les Alpes. Parce que là, on a coupé artificiellement de nouveau sur la Suisse, mais bien entendu, toute la région du Mont Blanc, on a déjà les résultats. Enfin, on peut faire tourner l'algorithme vu qu'on a les données. Donc... Et donc, constat, il ne faut pas faire les JO en 2030. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais bon, ça reste entre nous. Ça ne sortira pas de cette salle. Allez-y. Et je dirais juste que le deuxième aspect aussi dans le cas des activités ESALAB qu'on a avec le cluster O, aussi on a commencé à travailler avec Danone pour amener des cartes de couverture du sol de l'impluvium des eaux déviants. On a développé aussi une méthodologie, la méthodologie est basée sur des développements qu'on fait avec des collègues brésiliens. Mais juste pour vous dire, la couverture du sol, c'est vraiment les aspects physiques du sol, tels que vus depuis l'espace, hein, et essayer sur ces pixels de dire ah ça c'est de la forêt, ça c'est de l'eau, ça c'est de l'urbain, ça c'est des champs et ainsi de suite. Mais sachez qu'on s'accorde à dire qu'environ 80% de la surface terrestre a déjà été modifiée par l'activité humaine. Donc vraiment cartographier cette activité et ses impacts sont essentiels. C'est un indicateur qui est vraiment un indicateur extrêmement utilisé. Et de nouveau, dans les cadres des objectifs du développement durable, 14 des 17 objectifs ont besoin de cette donnée pour pouvoir suivre en partie certains des indicateurs d'évolution sur les objectifs du développement durable. Et le gros problème, c'est aussi connu pour être une variable essentielle du climat et de la biodiversité. Elle affecte les modèles climatiques, les modèles hydrologiques. Bref, c'est une donnée, vous l'aurez compris, essentielle. Et le gros problème, c'est qu'actuellement, dans les modèles climatiques, entre autres, on utilise des données qui sont régionales ou globales,
qui ne sont pas du tout pertinentes après à l'échelle nationale. Donc on a besoin de cartes locales beaucoup plus précises pour pouvoir, on va dire, tacler les problèmes spécifiques Et locaux. comment on les fait localement? Alors justement, je vais vous le montrer. Voilà. On a développé tout un outil avec mes collègues brésiliens en lien avec les DataCube, où on définit les points d'entraînement qu'on veut. On collecte des données sur le terrain, ça peut être avec des données de sciences participatives, ça peut être fait avec des relevés qui ont déjà été faits par le passé. On collecte toutes les images satellites, voilà, en l'occurrence avec nos DataCube, parce qu'on couvre l'impluvium des eaux d'Évian. On génère tout ce qu'on appelle des séries temporelles, ce fameux index de végétation. On peut faire la même chose pour l'eau, on peut faire la même chose pour le bâti. Donc on fait tout ce suivi un petit peu d'index, on mixe tout ça. On prend un petit peu un truc qui est à la mode maintenant, hein, l'intelligence artificielle. On injecte ça dans des modèles d'intelligence artificielle. Là, en l'occurrence, on a utilisé un modèle qui s'appelle le Random Forest, mais peu importe. Et à la fin, on obtient une carte. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une précision de cartographie de 92 pour 92%. Hein. Donc, on est quasi parfait. On ne sera jamais parfait. Mais ça donne déjà une idée. Là, maintenant, régulièrement, maintenant qu'on a calibré le modèle, on va pouvoir chaque année offrir une set de données à Danone, et tous les pixels font 10 mètres par 10 mètres. Hein. Imaginez que ce n'est pas plus grand que cette salle, un pixel. Donc tous les 10 mètres, on arrive à cartographier précisément ce qui se passe sur le terrain et voir l'évolution urbaine, les changements dans les zones de prairies, et ainsi de suite. Donc ça, je pense que ça va être une valeur ajoutée aussi intéressante, et aussi c'est une valeur ajoutée de par la collaboration transfrontalière. Je pense que c'est aussi enrichissant. On partage le même lac. Et ce qui se passe ici, après, va influencer le lac, hein, n'oubliez pas. Donc là aussi, si on mesure ce qui se passe là, c'est aussi pour comprendre un petit peu ou soutenir nos collègues, limnologues, qui étudient le lac. Pourquoi intelligence artificielle? Parce que ça fait bien sur un projet de recherche. Pour avoir des sous, ça vous est vraiment utile? Non, c'est vraiment utile. C'est vraiment. Alors là, ça va au-delà du buzzword. Hein. C'est vraiment utile parce que les volumes de données sont tels qu'actuellement, les techniques qu'on utilisait dans le passé ne permettent plus d'extraire de manière pertinente l'information de ce large volume de données. Donc l'intelligence artificielle, dans ce sens-là, est vraiment bonne. Mais de nouveau, pas dans tous les cas. Par exemple, les modèles que nous, on a utilisés pour la neige ne sont pas du tout basés sur l'intelligence artificielle, parce que statistiquement, on sait que l'intelligence artificielle, dans ce cas-là, ne marche pas. Donc ça ne sert à rien. Si vous voyez des études sur la neige avec de l'intelligence artificielle, soyez un petit peu suspicieux, je dirais. Mais ces outils-là sont des outils d'aménagement du territoire. Enfin, le moindre PLU, SCODE, je ne sais pas quels sont les équivalents chez vous, devrait être basé là-dessus. Mais non. Oui. C'est pas le cas, quoi. C'est pas le cas encore. J'espère qu'à l'avenir, voilà, ça fait aussi partie de notre travail de sensibilisation. On en parlait ce matin, hein, mais je pense que cette sensibilisation aussi, je me rappelle que Nicolas Hulot, quand j'étais enfant, quand je regardais Ushuaïa, disait que le premier pas vers l'action, c'est l'émotion. Et déjà de voir ces belles images, on a vu l'expo aussi pendant le déjeuner, je veux dire, ces belles images de la Terre, rien que ça doit inspirer aussi notre envie d'action et de protéger cette planète on n'a qu'une planète, on n'a pas de planète B. On doit se rendre compte qu'il y a urgence, et ça aussi, c'est quelque chose qui me frustre un peu en tant que chercheur, c'est ce manque, mais réellement, je pèse mes mots, ce manque de sentiment d'urgence de la classe politique face à la crise climatique. On n'a pas parlé de la biodiversité, qui sera encore un domaine encore pire, d'un certain point de vue, et je pense je ne veux pas dire qu'il faudrait arrêter de blablater, mais il serait vraiment temps d'agir. Je partage assez votre point de vue. Merci Frédéric. Est-ce que vous voulez montrer la présentation qui était la vôtre en fait, enfin celle d'Oriane Anneville? Non, je pense que c'est comme vous voulez. Hein. Par contre, peut-être Ajouter un truc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'y pense en écoutant Grégory. Faut peut-être pas retenir que les données satellites, c'est la panacée pour étudier le Léman. Je pense qu'il faut continuer à faire des prélèvements in situ, puisque en fait, pour que les données satellites nous soient vraiment utiles et génèrent des données qualitatives et quantitatives, il faut connaître la composition de l'eau. Donc en fait, un prélèvement d'eau restera. Faut pas qu'on retienne que l'idée c'est de remplacer les images satellites. Ça, c'est des arguments de cost killer qui ont été à l'origine de la suppression de beaucoup de postes à Météo France.
parce que Météo France, c'est un super calculateur, utilise plein de données satellites, donc on n'a plus besoin de gens sur place. Voilà, je voulais pas laisser sous-entendre ce message tout à l'heure. Non, mais c'était pas sous-entendu. Mais merci de le préciser. Et si je peux rebondir, je pense que c'est vraiment essentiel, justement, cette collaboration entre les gens sur le terrain et les gens tels que moi, qui regardons un petit peu ça avec un peu de recul, je dirais, parce que ils n'ont pas toute la réponse, ou notre communauté n'a pas toute la réponse. C'est ensemble qu'on peut co-construire quelque chose d'un peu plus fiable, un peu plus précis. Et je terminerai juste là-dessus aussi sur une anecdote, moi qui personnellement en tant que citoyen suisse m'avait choqué il y a 2 ans en arrière. À Berne, il y a eu un briefing qui était fait par les représentants, et Géraldine en faisait part, du GIEC et de l'équivalent pour la biodiversité qui s'appelle l'IPBES. Donc ils ont fait un briefing sur la crise climatique et crise de biodiversité auprès de notre gouvernement et de nos parlementaires. Il y a eu de mémoire qu'un tiers du Parlement qui est venu écouter les scientifiques sur cette problématique. De mon point de vue, en tant que simple citoyen, non plus chercheur, j'estime que c'est vraiment une insulte au monde scientifique qui a été faite de la part de nos parlementaires, parce que ça montre vraiment que le désintérêt de la classe politique, en l'occurrence dans ce cas-là, face à une problématique qui est juste urgente, catastrophique, et de nouveau, maintenant, il est temps qu'on travaille sur les solutions et qu'on avance et qu'on agisse, parce que l'heure est vraiment, vraiment grave, quoi. Et alors même que les politiques connaissent les objectifs du développement durable. Marie-Gabriela, Sarah, c'est à vous. Alors, merci Frédéric, et je vais rebondir, justement, c'est très En bien. fait, rebondir les uns sur les autres, c'est magnifique. Voilà, sur ce que dit Grégory. Moi, il me semble que pour nos gouvernants, pour les convaincre que... Merci. Je vais peut-être même me mettre debout, enfin on va voir. Ah ben voilà, ça marche, c'est parfait. Pour convaincre nos gouvernants que voilà, il est temps d'agir, il faut leur montrer leur intérêt aussi. Leur intérêt, parce qu'eux, ils veulent être réélus, donc il y a quand même un enjeu électoral. Et il y a aussi un enjeu socio-économique, et si ça touche à l'argent, là, ça les intéresse tout de suite. Moi, je vais vous parler maintenant un peu des objectifs de développement durable des Nations Unies et comment le spatial nous aide, donc, entre autres pour l'eau, les problématiques de l'eau, et je vous ai entouré les 2 ODD qui concernent l'eau en direct. Mais vous savez bien que quand on fait un projet pour l'eau, ça peut aussi aider à réduire la pauvreté dans le monde, voilà, ça aide à énormément de choses. Comment nous, on est arrivé à ce projet-là? Et j'ai en fait ma collègue qui a parlé ce midi, Isabelle, qui est ici présente. C'était un peu son idée au départ. C'était l'idée d'Isabelle de montrer que en fait, le spatial pouvait vraiment, qu'on avait déjà plein de projets, mais qu'on n'avait pas agrégé tous ensemble pour aider à atteindre les ODD. Et ce qui était assez sympa, c'est en fait, on s'est dit, mais on a 22 États membres. Hein. Isabelle vous a montré, et notamment on a des États membres qui ne sont même pas européens, même pas dans la Commission européenne, et qui sont quand même chez nous. Et en fait, tous font partie de l'ONU. Donc, comme il y a un agenda 2030 de l'ONU, donc tous, ils ont signé cet agenda 2030 et tous doivent atteindre ces ODD d'ici 2030. On est loin du compte, on n'a pas tout à fait atteint tous ces objectifs, ces 17 objectifs. Mais c'était très facile pour nous de justifier, écoutez, vous devez atteindre les objectifs de développement durable comme vous l'avez signé dans l'agenda 2030. Et nous, on est en train de vous montrer que ce que vous faites avec nous et tout l'argent que vous nous donnez, ça sert aussi pour atteindre ces 2 ODD. Donc en fait, on joue un peu sur ces 2 plans. Et ça, c'est... Bien sûr, je comprends tout à fait la problématique que tu mentionnes, Grégory. Bon, donc rapidement, les ODD, c'est 17. Ils sont déclinés en 169, il me semble, cibles, et chaque cible est mesurée par un ou plusieurs indicateurs. Donc, c'est 231 de tête indicateurs. Ça, vous pouvez vérifier sur le site des Nations Unies. Et 240. C'est pas 231 ? Moi, j'ai 240. Ah bon, alors écoutez, je me suis trompée. Bon, on n'est pas loin du compte, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez seulement 17 ODD et vous avez plein d'indicateurs pour les mesurer, pour mesurer les cibles, en fait, les targets, ce qu'on appelle les targets. Je reprends
une image qui visiblement est très chère au sein de l'ESA, et en fait, Isabelle vous en a un peu parlé, c'est vraiment pour faire la différence entre ce que fait l'observation de la Terre, qui est vraiment de faire le diagnostic, si vous voulez, de la maladie, entre guillemets, avec le thermomètre, et les solutions qu'on peut apporter et que le spatial peut apporter. Et là, pour le coup, c'est les applications intégrées. Et en fait, j'aimerais aussi un peu, même si là, on parle de l'imagerie dans tous ces états, vous parlez quand même un peu du médicament. Parce que je pense que c'est important pour dire que voilà, le spatial nous aide bien sûr dans l'imagerie. Et je vais vous donner plein d'exemples là d'imagerie, enfin plein, j'en ai mis 6, parce que je trouve ça sympa, c'est des belles images de glaciers, etc. Je parlais avec Christian, je sais pas où il est, voilà, je parlais avec Christian au repas. Donc c'est l'année des glaciers l'année prochaine, donc on va potentiellement faire, travailler ensemble. On a une initiative du climat, donc qui s'occupe aussi des glaciers. Il est malin. Christian. Il est malin, Christian. Il est malin, Christian. Bon, alors je me prépare au pire. Hein. non, mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire ensemble. Et notamment dans les solutions, à la fin, je vous parlerai de la coopération internationale. Moi, je crois beaucoup en mettant en place justement ces partenariats avec le non spatial, donc pour encourager à l'utilisation de technologies spatiales et d'applications intégrées, mais sur Terre. Je pense que la coopération internationale est vraiment, vraiment importante. Voilà. C'est pour ça que moi, je mets beaucoup d'énergie sur les partenariats, parce que je pense que ça crée ce qu'on appelle une prise de conscience, awareness, pour le grand public, et c'est eux qui vont voter pour nos gouvernants. Donc si eux, on arrive à les convaincre, les gouvernants, ils vont s'adapter. Et ils vont réagir, je pense. Je ne suis pas sûr que ça suffise, hein, mais c'est un autre débat. Moi, j'y crois quand même. Voilà. Alors, regardez sur la photo de gauche, là. Donc, c'est un glacier qui est en Antarctique, hein, dans l'ouest de l'Antarctique. Il s'appelle Larsen C. Voilà. Et il y a un morceau du Larsen C, comme vous voyez, là, qui s'est détaché. Et on a mesuré en 2017, en l'espace de 2 mois, on a commencé en juillet jusqu'en septembre, il a commencé vraiment à se détacher un super gros morceau. Donc, qui fait en fait la grandeur, ce que vous voyez, le morceau, il fait 2 fois le Luxembourg, entre guillemets. Donc c'est 175 km² quand même, un gros mastodonte qui s'est détaché. Et sur la photo de droite, alors vous ne voyez pas le détail, mais vous voyez ces petits points rouges, en fait, c'est le chemin du glacier sur plusieurs années. Et alors, ce qui nous a un peu embêtés, je ne sais pas si... Je vais peut-être me retourner pour vous montrer. Vous voyez, là, il y a une petite île, ouais. South Georgia. Donc, sur cette île, on avait des scientifiques et on avait un peu peur qu'il aille... on n'avait pas peur pour les scientifiques, non pas qu'on n'aime pas les scientifiques, on les aime beaucoup bien sûr, mais ils étaient assez loin du rivage. On avait surtout peur pour des colonies de pingouins qui étaient en bord du rivage. Des manchots, attention. Oui, des manchots. Ah oui. Dire manchots. Manchots. Et il y avait aussi des albatros, figurez-vous, hein, parce qu'en fait et en fait ils allaient se nourrir sur le rivage. Et malheureusement, on s'est dit ça y est, si ça va collisionner, c'est la fin des haricots. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce que, voilà, vous voyez, il a fait toute sa migration vers cette petite île, South Georgia, et puis ensuite, il s'est désintégré en migrant vers le sud. Donc ça, c'est un exemple. On a mesuré ça avec c'est du Sentinelle 1 ou 2, je ne me rappelle plus. Enfin non, je pense que c'est du Sentinelle 1, donc c'est du radar, ouais. Là, c'est du Sentinelle 2, en l'occurrence, c'est une image optique. Et donc ça, c'est... vous voyez donc le trait bleu, là, je vous le montre. Là, vous avez un trait bleu en 1985. En fait, ce glacier de Uppsala, qui est un des gros glaciers au monde... Il allait jusqu'au trait bleu avant. En 85, il était jusqu'au trait bleu, et avec le changement climatique, il arrivait... jusqu'au trait blanc. Et donc ça, voilà, c'est notre sentinelle qui a mesuré... c'est quand même 9 km. Hein. C'est énorme, quoi. C'est énorme en l'espace de... Bon, ok, c'est vrai, c'est pas mal de temps, mais quand même. C'est 6 ans. Voilà. Donc 9 km, c'est beaucoup. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ce qu'on fait avec l'imagerie satellitaire. L'érosion côtière. Là, je vous ai montré un exemple en fait d'érosion côtière en Espagne, mais on a fait aussi un partenariat avec le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement.
Et on l'a fait, donc on peut le faire partout, et on l'a fait aussi notamment dans la bande de Gaza, où en fait, ils nous avaient demandé, les autorités gazaouis nous avaient demandé, voulaient un peu apprendre pour faire pour apprendre un peu comment gérer, prendre des dispositions. Et on a une clinique au sein de l'Agence spatiale européenne, on appelle ça la Earth Observation Clinic, et il leur avait fait une étude sur l'érosion de leur côte. Alors maintenant, je pense qu'ils ont d'autres problèmes plus urgents certainement à traiter, et malheureusement, mais voilà, donc c'est quelque chose. En fait, nous coopérons avec d'autres organisations internationales, donc bien sûr, on est là au service du citoyen européen, mais on a aussi un service de relations internationales qui coopère avec des membres des Nations Unies, etc. Et ce qui me permet aussi, moi, de faire des partenariats aussi avec d'autres organismes, quoi, pas obligatoirement européens. Là, cette carte, revenons Oui, en arrière, s'il vous plaît. oui. Cette carte est statique ou elle montre que le produit de l'érosion va engraisser la Alors, plage. excusez-moi. Alors là, ça vous montre l'érosion entre 1994 et 2019 quand même. Hein. Et vous avez le contraire en fait. Vous avez c'est les mêmes matériaux. C'est ça, une le satellite peut pas le dire. Alors ça, je sais même pas. Ça, je sais pas. Alors peut-être ça, c'était du Sentinel-2. Alors je sais pas si on a. Est-ce que Sentinel. Non, je pense pas qu'ils peuvent dire. Le satellite ne peut pas dire le matériau, mais oui, en fonction du degré de réflectance, etc., on peut savoir. Bon. Ok. Voilà, l'érosion. Je passe juste quelques exemples, parce que c'est juste pour vous montrer un peu l'imagerie, ce qu'on peut faire avec l'imagerie satellitaire, autre que ce qu'on a déjà vu ensemble. Les hausses du niveau de la mer. Alors, là, il y a plusieurs satellites. Hein, je pense que c'est un peu petit, vous n'arrivez peut-être pas à lire. Topex, Poséidon, Jason 1, Jason voilà, 2, Jason voilà. 3, Copernicus, Donc, Jason 1, Sentinel 6. 2 et 3, c'était les anciens satellites de la NASA qu'ils ont fait en coopération avec le CNES, il me semble. Et là, ça, c'est nous, ça, Sentinel 6. Et donc, vous voyez, ce qui est assez intéressant ici, et assez alarmant, surtout, plus qu'intéressant, c'est que, en fait, là, en moyenne, au départ, on augmentait de 15 cm. Je pense qu'on avait augmenté de 15 cm en l'espace de 20 ans. Mais là, pour le coup, récemment, on commence à augmenter de 3,2 mm par an. Et en fait, ce qui est exponentiel, c'est le changement du niveau de la mer. L'augmentation est exponentielle. Voilà. C'est pas que c'est constant, malheureusement. Et la fonte des glaciers participe à ça aussi, bien sûr. Donc c'est tout un cycle, en fait. Et aussi, vous pouvez vous imaginer la température de l'eau avec la fonte des glaciers. Il y a plein de choses qui sont affectées. Voilà. Oui. Prenez le micro, pardon. Avec l'image satellite, vous arrivez à calculer la hausse du niveau de moyenne de la la mer. hausse du niveau de la mer. Oui. En fait, c'est avec un radar altimétrique. En général, on envoie un signal et on peut mesurer la hauteur. Mais quel est le référentiel? Le niveau 0, on compare avec quel niveau 0? Parce que la mer, ça bouge, il y a des marées. Oui, on peut même mesurer les vagues, pour vous dire à tel point. Je ne sais pas si on prend un référentiel, on ne prend pas le... C'est des moyennes. Non, c'est la distance avec le satellite. D'accord, voilà. Voilà, c'est relatif, en fait. Okay. Voilà, c'est relatif. Bon. D'accord. Alors là, pourquoi aussi c'est intéressant? Là, on mesure une marée noire, donc là aussi c'est du radar. Donc l'avantage d'un satellite radar, c'est qu'on peut regarder à travers les nuages, à travers la nuit, et notamment justement pour les marées noires, ça permet parce qu'il y a l'effet d'écho du signal que vous envoyez, et qui permet justement de reconnaître, en fonction de la substance, donc on sait où se déplace la marée noire. Alors, en quoi c'est intéressant ça? C'est que le fait de mesurer ça, ça permet justement au secours d'arriver le plus rapidement possible, de voir l'évolution, de savoir où intervenir, etc. Voilà, ça, je ne vais pas m'étendre dessus, mais voilà, c'était Valence le 8 octobre et Valence le 30 octobre.
Et voilà, malheureusement, on sait ce qui s'est Mais passé. vu comme ça, on a l'impression que c'est la lagune qui s'est déversée et que là où ça s'est déversé, c'est presque naturel avant, après l'humanité. L'eau est là parce Ouais. que naturellement, elle doit être là et derrière, il y a comme une espèce de digue ou un lit d'eau. Ouais, Euh, C'est troublant cette Moi, image à et en droite. plus, je trouve ça presque même beau, moi. C'est assez terrible, c'est sûr. Alors ça, c'est Landsat. C'est pas une image C'est Copernicus, mais c'est américain. Mais c'est eux qui nous ont fourni ces images. Voilà. Donc maintenant, je voudrais venir aux médicaments. Voilà. D'accord. Rapidement, hein, juste quelques exemples. Ah oui, Mélissa, c'est vrai. Le Vous deviez fameux parler de Mélissa. Parce qu'on est toujours autour de l'eau. Et on est. Alors, donc je vous rappelais, je vous avais dit, OK, vous avez le thermomètre, l'imagerie satellitaire qui vous donne le diagnostic. Et puis, après, il y a les applications intégrées qui sont vraiment. Qui vont intégrer plusieurs technologies. Donc, bien sûr, l'imagerie satellitaire, mais aussi les télécommunications, la navigation, le positionnement, etc. etc. Donc là, en fait, ça, c'est un laboratoire qui s'appelle... c'est un cycle qui s'appelle le cycle Mélissa, parce qu'en fait, c'est un cycle d'économie circulaire. En gros, ce qu'on s'est posé comme question à l'ESA, c'est comment faire pour aller sur Mars. Et ça fait déjà quelques temps qu'on se pose cette question, ça fait plus de 30 ans, en fait, que ce projet a commencé. Et on s'est posé la question, mais pas tout seul, avec aussi... c'est une fondation, maintenant c'est devenu une fondation Mélissa, donc qui est managée, qui est gérée, gouvernée par l'ESA, mais on a plusieurs instituts au sein de l'Europe. Donc là, je fais un peu un appel s'il y a d'autres institutions qui veulent venir nous rejoindre. Je pense qu'ils seront ravis de vous avoir au sein de la fondation si vous faites des recherches sur les algues, etc. L'idée, c'était quoi? C'est que bien sûr, si je veux partir sur Mars, comme en moyenne, il me faut 1 an et demi de voyage, c'est un peu compliqué. J'ai besoin de recycler mes déchets, de produire ma nourriture, de produire mon eau et de produire surtout mon oxygène aussi. Et là, vous avez le crew, donc l'équipage, oui, qui est sur la station internationale ou qui sera dans la navette, qui fera 1 an et demi de voyage. Et en fait, on va recycler. Il y a plusieurs compartiments. Et chaque compartiment a un but précis, a une tâche précise. Donc par exemple, les déchets, pour prendre un exemple, les déchets, l'urine des astronautes va être traité dans un des compartiments, par exemple le compartiment 3, enfin il passe à travers différents compartiments, et dans le compartiment 3, il y a la nitrification, et donc on va produire de l'azote qui va servir à la nourriture des plantes, et les plantes vont produire de l'oxygène, vont produire de l'eau par transpiration, et ils vont produire aussi de la nourriture. Et on a fait pousser 32 espèces, je crois, de plantes sur l'ISS. Mais voilà, donc je ne suis pas une experte de ce projet, mais c'est assez passionnant de se dire que voilà, on peut être vraiment en cycle fermé et arriver à tout recycler. D'ailleurs, en parlant de l'eau, en France, c'est contre la loi de recycler l'eau et de la boire. C'est-à-dire que vous pouvez recycler les eaux grises, et on le fait à Roland-Garros. Donc on a utilisé cette technologie, Mélissa, à Roland-Garros et dans un autre projet que je vous montrerai maintenant, qui est au Maroc. Et en fait, donc les eaux usées de Djokovic, quand il se douche, servent à tirer la chasse d'eau, quoi. Donc c'est recyclé dans un container que vous voyez ici à gauche, vous voyez là. Voilà, en bas à gauche, il y a un container sous des panneaux solaires, parce qu'il est opéré par des panneaux solaires. Et en fait, ce container qui fait à peu près, on va dire, 5 mètres, peut-être même moins, oui, voilà, 5 mètres sur 2,50 mètres, il recycle, en fait, il traite les eaux usées, et donc vous pouvez les réutiliser. Donc, en France, vous ne pouvez pas les utiliser pour les reboire, mais... En haut, la loi française ne s'applique pas sur la station internationale. Vous pouvez, et on dit d'ailleurs qu'un astronaute, il boit en moyenne 3 fois le même café par jour. Parce qu'il boit son urine, en gros, qui a été ultra filtrée. Voilà, je vous donc laisse... on peut boire l'urine de Thomas Pesquet dans la station internationale. Voilà, donc écoutez, je vous laisse cette note poétique. Mais par contre, ce qui est intéressant là aussi, c'est de voir qu'on peut aussi... recycler des eaux grises qui viennent des nappes phréatiques. Et là, pour le coup, on est nappes contaminées au Maroc.
voilà, et qui sont un peu contaminés avec des nitrites, je crois. Enfin, et en fait, vous voyez en bas à gauche de la photo, il y a des robinets avec des gens qui servent. Donc ça, c'est assez sympa parce que c'est dans une université. Donc c'est à Kenitra, je crois que c'est un peu au nord de Marrakech. Et en fait, il y a une université avec 1200 étudiants. Les étudiants ont de l'eau potable comme ça. Et le week-end, assez sympa, ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas à l'université. Et il y a tout le village qui vient de servir aussi. Donc c'est vraiment super utile. Mais pour quel coût énergétique cette affaire-là? Eh bien écoutez, vous voyez, il y a plein de panneaux solaires. Donc à mon avis, ça ne coûte pas très C'est cher. l'autoconsommation. Ouais. C'est pas un vieux fantasme ça, parce que la NASA a essayé de faire vivre, je ne sais plus comment s'appelle ce projet, dans une serre qui produisait tout, biosphère, et ça a foiré. Aussi pour des raisons sociologiques, ils se sont un peu tapés dessus, certains devenaient fous, et en tout cas manifestement le recyclage ne fonctionnait pas tant que ça. Ah bah, nous, ça, en tout cas, ça fonctionne. Pour certains trucs, enfin, on a fait pousser de la salade sur la Station internationale spatiale, on a fait... Donc voilà, on n'est pas encore prêt potentiellement pour aller sur Mars, et de toute façon, je pense que tant que ça durera 1 an et demi le voyage, et tant qu'on n'aura pas la technologie qui sera plus rapide pour aller sur Mars, je pense pas que... Enfin voilà, même si Elon Musk dit qu'il ira, moi je crois que c'est quand même long, quoi. Vous savez qu'on en parle depuis 70. Ouais. C'était le projet Nerva aux États-Unis, de moteur atomique pour pousser. Et pour ça, aller sur Mars. c'est fin des années 80, ça a commencé ce truc-là. Eh ben oui. C'était. On n'avance pas. Hein. Ouais. Donc c'est quand même. Oui, mais vous voyez, on a quand même plein d'applications terrestres. Là, je vous en ai parlé que de celui de Roland Garros et ici, mais il y en a d'autres. Bah, typiquement, dans notre bâtiment à l'ESA à Paris, on est le premier bâtiment en Europe qui recyclons les urines pour faire de l'engrais avec. Donc, vous pouvez vous imaginer, nous avons plusieurs établissements. Hein. Isabelle vous a dit plusieurs États membres, mais aussi plusieurs établissements. Centre opérationnel en Allemagne, par exemple. Moi, j'étais à Rome pendant 6 ans. C'est le centre d'observation de la Terre. Voilà. Et en fait, à Paris, c'est là où il y a tous les directeurs. Donc, c'est un engrais de haute qualité qu'on produit. Voilà. Donc, et ça s'appelle l'Orine. Et donc, si vous venez nous visiter à l'ESA, à Paris, on a un Space Shop. Et dans le Space Shop, vous pouvez acheter l'Orine, quoi. J'irai voir. Il y a un programme du CNRS qui s'occupe de ça, c'est Okapi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Marine Legrand qui... Oui, alors... Alias, c'est Supélec et Okapi. Et le CNRS, et elle essaye de démocratiser cette idée de recycler le pipi et le caca. Et ça commence à venir tout doucement dans certains immeubles, et notamment le futur site Saint-Vincent-de-Paul, l'ancien hôpital transformé en immeuble. Ah oui. Et oui, sera entièrement construit de manière à vivre, non pas en autonomie, mais pas loin. D'accord. Et ça va plus loin que ça. L'industriel Groé, qui fait des douches et des robinets très chers, il essaye de vendre en Europe une technologie de douche recyclée, c'est-à-dire que vous fixez un volume, c'est toujours le même volume qui revient, avec une ultrafiltration et une UV-ification. Et ça vaut une fortune. D'accord, voilà, mais alors c'est de l'eau de douche. C'est de l'eau de douche qui est refiltrée. Oui. Ça ne peut pas être... Voilà, d'accord, ok. Non, vous ne la buvez pas. Ouais, ok. Si je peux juste rajouter... oui, après, en fait, question du public, vite fait, bien fait. En fait, de recyclage de l'eau, en fait, moi qui ai vécu à Singapour pendant pas mal d'années, donc là, par exemple, ils recyclent l'eau usée en eau potable. Ouais. Alors, ça s'appelle New Water, donc c'est de l'ultrafiltration, etc. Ils ont toute une usine. Pour l'instant, ils ne la réinjectent pas dans le réseau d'eau potable parce que psychologiquement, les gens ont de la peine à se dire qu'ils vont boire de l'eau usée filtrée. Donc, ils la réinjectent dans les réservoirs d'eau qui est beaucoup plus sale, en fait, pour la retraiter. Voilà. Mais bon, en gros, c'est quand même fait. Et on peut visiter l'usine, on peut boire. Ils donnent des petites bouteilles d'eau, ils ne les vendent pas, mais on peut la boire. Et c'est tout à fait de l'eau. Voilà. Donc la technologie existe pour... Ça ne vous a pas rendu malade, vous? Non. J'ai juste une dernière slide, un dernier Alors, la dernière. parce que je pense que c'est important. C'est un peu un message d'espoir pour rebondir sur ce qu'a dit Grégory. C'est, voilà, on a fait un beau projet. Moi, je l'aime bien, ce projet. Bon, il date, hein, ça fait depuis 2002 qu'on a bossé sur ça. Et en fait, c'est un projet d'observation de la Terre, mais en Afrique. Donc, on a fait ça avec des organisations africaines, donc à travers notre service des relations internationales. Et donc, il y a 42 pays africains qui sont impliqués dans ce projet. Parce que le management de l'eau, je ne sais plus, hier à table, il me semble que c'était monsieur le président de je le vois pas là. Si, Jacques Fradin. Non, c'était Jean-Pierre. Pardon. C'était Jean-Pierre qui m'a dit
en fait, la problématique, parce que je lui dis, mais pourquoi vous avez fait ce cluster? Je comprends pas. Enfin, il me dit, mais parce que la problématique, elle n'est pas seulement soit suisse, soit italienne, soit française, soit... Donc, alors que voilà, ça englobe plusieurs pays. Et on s'est dit, mettons nos compétences ensemble. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un message d'espoir. Et donc, ce projet concerne le Zambèze, c'est ça? Pardon? Ce projet concerne le Zambèze? Oui, alors c'est la Namibie, le Zimbabwe et le... En l'occurrence, oui. Pardon, excusez-moi. Oui, là c'était pour le management de l'eau. Et là, en l'occurrence, ils avaient eu, je crois, un flood. Ils avaient eu une inondation. Et c'était une image satellitaire pour les aider. Mais c'est surtout pour aider, pour que dès qu'il y a un souci dans un des pays africains, comme ils ont une charte, les 42 ensemble, ils bossent vraiment... et ils s'échangent des données sur l'analyse qu'ils ont faite, qu'un pays a fait. Voilà, enfin, il y a vraiment une coopération parce que c'est une denrée rare. Et passe maintenant, c'est plus seulement une denrée rare en Afrique, c'est une denrée rare un peu partout. Et il faut qu'on s'en rende compte. Et voilà, et donc je trouve que ça, c'est un beau projet et c'est un beau succès. Et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire plus. En fait, moi, je crois énormément à la coopération internationale et dans le common sense, comme on dit, le sens commun et le goodwill des personnes. Enfin là, ça marche en l'occurrence aussi parce que c'est des pays qui ont de l'argent, c'est des pays qui ont un système politique stable, qui ont des systèmes juridiques. Pas les 42. Pas les 42. Enfin non, l'exemple que vous donnez, je connais bien. Oui. Enfin, je connais bien. J'ai bien connu ce coin-là. Oui. Et puis c'est beau. Allez sur le Zambèze, mesdames, messieurs. Allez sur les chutes Victoria. Merci, mesdames. Merci, messieurs. C'était passionnant. Ce qui veut dire...